Bonjour, ici Jean-François Joubert. J'aimerais vous parler aujourd'hui du joual. Le joual, c'est bien ou c'est mal? On fait quoi avec le joual? Moi, je m'intéresse aux mots, à la langue, j'écris un livre. J'en prépare un autre livre, en fait, dont le titre de travail, c'est les curiosités, sans article, curiosités du français québécois. Alors, je m'intéresse à la langue, aux langues en général, mais aussi au français québécois. Et puis là, il faut parler du joual. Peut-être un des livres les plus marquants qui parle du joual, c'est celui-ci, Les insolences d'un frère un tel. C'est un livre qui a eu une influence considérable, puis je pense qu'encore aujourd'hui, je pense pas, je suis certain qu'encore aujourd'hui, c'est une influence qui est très présente et très marquée. Le frère Untel, c'était Jean-Paul Desbiens qui a écrit dans des différents journaux, des éditoriaux, puis qui est devenu une espèce de super vedette au début de la Révolution tranquille. Et beaucoup de ses opinions et de ses idées sur le joual sont archaïques et sont nocives. Il y a du bien, j'imagine. Il y a du bien. Il en parle, il s'exprime, il parle d'un sujet qui intéresse les gens. D'un autre côté, regardons ça ensemble. Son influence, c'est ça, son influence perdure. Le joual. Le joual, il voit ça comme une prison mentale. On va commencer par ça. Une prison mentale. Hey, c'est fort, ça. Le joual. Le joual, puis bon, c'est une première chose. Alors, il y a des qualités de langue. Il y a le bon français, puis il faut qu'on parle le bon français. Et ça va nous libérer notre esprit et ça va nous permettre là, de rayonner et d'être de vrais citoyens et d'avoir des bonnes idées, puis des belles vies, et puis de créer un monde meilleur. Je paraphrase, là. Premier problème, c'est que pour lui, le joual, il ne fait pas de distinction entre le joual et les anglicismes, par exemple. Tout ça, c'est ensemble. C'est la langue du peuple. La langue du peuple telle qu'il l'aperçoit, telle qu'il la présente là, au début des années 60. Mais oui, j'ai des problèmes avec ça. Il ne fait pas de distinction entre la langue familière et la langue soignée. Il ne fait pas la distinction de base, là, entre l'expression, la façon dont on se parle entre amis, en famille, en équipe, avec une proximité, puis quand on cherche à se parler avec beaucoup d'intensité émotive, et se parler de manière professionnelle, académique. Il faut les deux. Il faut les deux. Mais vraiment, ce livre-là, ces idées-là, selon moi, ont traumatisé une génération. Fascinant que Tremblay va arriver pas longtemps après avec les belles-sœurs. Et puis là, il va y avoir une espèce là, de confrontation entre ceux qui sont pour le joual à tout prix, puis ceux qui sont contre le joual, mais c'est un faux problème. C'est un faux problème. La langue familière, ça fait partie d'une langue vivante. Là. C'est une caractéristique d'une langue vivante. Il y a toujours au moins deux variétés. Il y a la langue familière, puis il y a la langue professionnelle, la langue académique. Il faut les deux. Il faut les deux. Les deux sont essentiels. Bon. Mais une fois après avoir dit ça, les anglicismes. Alors, voici un exemple qu'il cite, donc,
il transcrit à sa manière ce qu'il entend. Est-ce que c'est exactement comme ça que les gens parlaient? Peut-être des fois il se rapproche, peut-être d'autres fois il s'éloigne. Mais quand même, il a quand même fait des observations linguistiques puis il les écrit. Le coach, alors voici un exemple, le coach m'envoie écrit les mythes du goaler. Le coach m'envoie écrit les mythes du goaler. Ça, c'est son premier exemple, l'exemple coup de poing là, pour dénoncer là, cette façon de parler. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'anglicismes. Il y a coach, mythe, puis il y a goaler. Puis je pense que pour une génération plus jeune, il faudrait expliquer que les mythes du goaler, j'imagine qu'on parle de hockey, là, je ne suis même pas sûr, je ne suis pas un grand sportif, mais je pense qu'il faudrait peut-être expliquer ça pour les gens qui ne jouent pas au hockey nécessairement, ou ça pourrait être, le goaler, c'est le goaler, ça doit être, ça doit être le hockey, c'est pas le baseball. Mais donc, on parle de hockey. Mais ouais, les générations passent, le jeu change, on joue peut-être pas au hockey aujourd'hui comme on jouait au début des années 60. Autant, c'est pas aussi identitaire, c'est pas aussi commun que ça l'a déjà été. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le vocabulaire qu'on utilisait, il disparaît un petit peu là. Naturellement. Il y a donc, au niveau des anglicismes, on va en discuter, là, mais au niveau des anglicismes, il y a une première chose à dire, c'est que ils ne sont pas toujours si significatifs de la qualité, ils ne sont pas toujours si significatifs de la qualité d'une langue. Ça dépend, puis il y a des évolutions, puis il y a des nuances à apporter. Mais moi, là où je suis vraiment pas content, c'est quand on parle de il va crier. Hein? Le coach m'envoie crie les mythes. Crie, enlevez-nous pas ça, là. Crie, enlevez-nous pas ça. Je pense que on ne dit plus ça du tout au Québec. Là. Ça a été malheureusement, je pense, ça a disparu. Il n'est pas loin, il peut revenir un jour, qui sait. Mais cri, c'est quérir. Quérir, c'est un beau mot français qui n'est pas standard en français de France ou le français standard international. Il n'est pas si standard. On le conçoit, mais familièrement, pourquoi pas? Cri, c'est un beau mot, ça. Alors ça, c'est un problème. Le fait qu'il ne fait pas la distinction, il coupe trop, le frère Untel. L'ensemble de ces mots sont perçus comme étant soit des anglicismes ou des... pour lui, le joual, il ne fait pas cette distinction-là entre des mots qui... attends un peu, là, qui sont pas... Le mot joual, parlons du mot joual, qui veut dire, en fait, à l'origine, c'est le mot cheval. Alors, le mot cheval qui, à une époque où pendant longtemps, là, il y avait pas mal plus de chevaux dans le décor, avant l'automobile, les chevaux, à force, quand on le dit, ce qui arrive, c'est de l'assimilation linguistique. Ce qui arrive, c'est que les sons changent dans le mot, puis les sons de l'un vont influencer les sons de l'autre dans le même mot. Alors, de cheval, le V là, qui est sonore va influencer le ch qui va devenir un je. Alors, ça devient un cheval, puis un joual, en fait. Ce que je cherche à dire là-dedans, c'est que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait typique du français de faire ce type de modification-là. En anglais, quand on enseigne l'anglais, on fait toujours la distinction entre, langue académique puis langue parlée ou langue informelle. Alors, on va apprendre en anglais les contractions. I can't go, ça va être la contraction, puis I cannot, ou cannot go, par exemple. Ou I won't, will, puis won't, shall, on va oublier shall, mais... donc, les contractions en anglais vont être importantes à l'intérieur d'une classe d'enseignement de langue anglaise, puis on va faire la différence entre les deux, sans problème. En français, le « je sais pas »
à mon sens, je ne sais pas s'il est enseigné, ça, comme contraction normale, tout à fait légitime là, dans le français, quand on dit je sais pas. Le mot joual, il y a eu un traumatisme. Il y a peut-être des gens qui vont dire joual pour cheval. Aujourd'hui, je ne pense plus qu'il y en ait. Il y a eu un traumatisme et c'est peut-être trop. En anglais, il y a eu un peu le même phénomène au début du siècle. En 1930, 1940, si je ne me trompe pas, on avait mis la contraction ain't dans les dictionnaires et ça a créé de grandes réactions de gens qui disaient non, 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 on ne dit pas ça, puis c'est pas correct, puis ça n'a pas sa place dans le dictionnaire. Et puis, à un moment où, en anglais, aux États-Unis, l'utilisation de ain't était en croissance, ça l'a brisé. Alors, ça a eu vraiment un effet. Les gens réagissent, les communautés réagissent, les communautés linguistiques réagissent quand il y a des perceptions, des fois, quand il y a des traumatismes. Certainement, ce livre-ci, pour le joual, c'était un traumatisme. Aujourd'hui encore, on entend des gens qui parlent du bon français, il faut parler le bon français, puis les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas bien. On a le stéréotype caricature là, de la personne qui va dénigrer la manière dont les gens parlent. Et c'est toujours, on va dénigrer le français familier, le français québécois familier, qui est un autre animal, ce n'est pas le français académique. Alors, le joual, le mot, la dénonciation du joual et du mot joual pour cheval, ça a traumatisé une génération. Et c'est bien dommage. Il y a des chansons cajun, j'en ai une en tête là, qui est enregistrée là, dans les années 30, et puis on parle de jouaux, des jouaux. Un cheval, un joual, puis 2 jouaux, parce que le pluriel était gardé. Et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est tout à fait français et c'est tout à fait logique et naturel. Donc, la qualité du français, il y a deux versions. Mais qu'est-ce qu'on fait des anglicismes? Bien, il y a des anglicismes qui rentrent dans la langue académique, puis il y a des anglicismes qui rentrent dans la langue familière. Les anglicismes au Québec ont eu tendance dans le passé à arriver et repartir. Je me rappelle des boomers dans les années 70 qui disaient « too much ». Hey, ça, man, c'est too much. Too much, on dit plus ça. On dit plus ça. C'est une expression qui est arrivée, qui est venue et qui est repartie. Too much. C'est perçu un peu comme les anglicismes dans la langue familière, c'est perçu basse classe, c'est perçu quétaine. C'est perçu quétaine. Puis tant mieux, dans le fond, c'est une espèce de... Alors on l'utilise peut-être en version méta ou en version... comme par ironie, on l'utilise, puis on taquine, puis on aime ça jouer avec les mots, puis c'est un mot qu'on connaît, alors quand on peut utiliser un anglicisme, il y a cette utilisation-là. Puis c'est correct, là, il n'y a pas là, péril en la demeure. Ce qui a beaucoup aidé dans le passé au Québec, c'est la natalité. Et, il y a 2 choses qui ont beaucoup aidé au Québec. La forte natalité de la population faisant en sorte aussi que ces anglicismes de génération en génération rebondissaient, là, puis s'implantaient pas particulièrement. Et puis, il faut dire aussi que le non-accès à l'éducation dans la population jusqu'en 1964, ça a aidé. Donc, ça faisait dire que les gens étaient très proches de leur famille, donc les liens entre les grands-parents, par exemple, et les enfants, étaient très forts, assez forts pour qu'il y ait ces transmissions. Parce que des fois, on veut parler comme nos parents, mais des fois aussi, on veut s'identifier puis s'opposer un peu à ses parents. On est une nouvelle génération. Et puis là, on va puiser où là, les nouvelles ressources? Alors, le fait qu'il y ait ces proximités de famille faisait en sorte que il y avait un large bassin. C'est pas obligé d'être son grand-père, mais ça peut être un grand-père qui dit tel mot qu'on trouve intéressant, puis là, on se met à l'utiliser. Mais il y avait cette espèce de rétention et on va puiser là, dans un large bagage linguistique pour se créer une nouvelle identité générationnelle.
ça jouait beaucoup ça, dans le passé, jusque disons, dans les années 60. Curiosité du français québécois, le livre sur lequel je travaille et puis que j'espère finir pour 2023. C'est mon objectif. Donc, on a bien sûr, on a des mots familiers dans nos mots familiers québécois. Il y a des mots d'origine latine, bien entendu. Le mot route, par exemple, c'est un mot d'origine latine, mais je veux dire, la plupart, la plus grande part des mots en français, que ce soit en français familier comme en français formel, sont d'origine latine. Familier, puis encore aujourd'hui, malgré les anglicismes là, qui font quand même, il faut le dire, en 2022, qui prennent de plus en plus de place. Mais c'est inégal, c'est pas partout, puis voilà. Alors le latin, donc, en premier grec, il y a des influences grecques dans le français québécois familier. Quand on cherche peut-être les exemples les plus faciles à trouver, c'est dans les familles traditionnelles québécoises d'il y a 100 ans, 150 ans. C'est les prénoms. Dans les prénoms, on va chercher il y a des prénoms d'origine grecque là, dans la culture classique, si vous voulez. C'est assez fascinant. Alors, on a une population qui est alphabétisée peut-être à 25%, et puis on va chercher, là, on va puiser là, dans les prénoms, là, des prénoms qui sont souvent rares et qui vaut la peine là, d'être étudiés. Justement, dans la curiosité du français québécois, c'est ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'aller chercher ces mots-là qui manquent. Il manque de personnes là, qui s'y intéressent. Là. Il en manque. Là. Et pourtant, il y a des sites là, comme Je parle québécois, des sites web là, qui carburent en ce moment, qui sont extrêmement populaires. Il y a un déficit là, entre l'information qui est disponible et l'intérêt qu'il y a pour ces mots-là. Il y a des mots dans le français québécois, quand on dit avoir la falle basse, le mot falle, c'est un mot norrois, ça vient du viking. C'est donc probablement, on pense à la Normandie, donc c'est un mot qui est arrivé aux alentours là, de 900, l'an 1000. Puis ça reste en français québécois, ça reste aussi en créole haïtien. Donc la falle, on parle de la falle de poulet, avoir la falle basse, c'est la poitrine. En gros, c'est ça. Il y a des mots de gaulois aussi en français québécois. Des mots comme au vent, c'est un mot d'origine gauloise. Donc, c'est un mot qui a 3000 ans. Là. Ouais, 3000 ans. 2500 ans. Pour ceux qui se sont insurgés sur le 3000 ans. J'ai trop approximé. Mais au vent, alors l'auvent, c'est en français québécois familier. Là, je ne parle pas des architectes. Là, il y a des architectes qui vont peut-être, là, ils ne sont pas contents de ce que je dis, là, mais l'auvent, c'est la maison traditionnelle québécoise, l'allongement du toit qui va au-dessus de la galerie. Alors la galerie aussi, ça c'est un mot familier québécois qui a toute une histoire. La chasse-galerie, ce n'est pas nécessairement, il faut pas, c'est pas pour rien que ça serait pas pour rien que ça s'appelle comme ça. On a une galerie puis on a l'auvent par-dessus. On a des mots comme garrocher, qui est probablement un mot d'origine gauloise. Des mots comme arpent, et d'autres. Il y a des mots autochtones. Moi, j'aime pas le mot autochtone en passant, parce que autochtone, je trouve ça ne reflète pas la réalité des peuples qui sont la diversité puis l'identité spécifique là, de ces peuples. Alors, on peut parler de mots d'origine Wendat, on peut parler d'origine algonquienne quand on ne sait pas si c'est des Inuits ou si ce sont des Algonquiens ou quoi que ce soit. Mais des mots comme Atoka, des mots comme Canada, ça c'est des mots Wendat. Des mots algonquins, ben, des mots comme Québec, par exemple, il y en a d'autres là, qui sont encore là, surtout dans les noms de lieux, mais qui disparaissent aussi. Il y a beaucoup là, de mots qui disparaissent, possiblement à cause là, de cette non-communication entre familiale et peut-être aussi au niveau de la natalité. Là, il semble y avoir des problèmes. Si on parle là, de la qualité du français,
moi, la première chose que je verrais, ce serait la diversité de vocabulaire dans le français québécois familier. C'est le premier qui va être atteint en termes là, de qualité, là, de vigueur. Donc, c'est un élément important. Mais pour les mots des anglicismes, en français québécois familier, c'est surprenant, il n'y en a pas tant que ça, mais il détonne. Et peut-être à cause de l'influence du frère Untel d'une certaine époque, on a tendance à voir les mots partout comme étant des anglicismes. Le mot quétaine, par exemple, c'est pas un anglicisme, c'est très probablement un mot français, d'origine française. Barrer la porte, c'est pas un anglicisme, ça c'est... On sait depuis longtemps que c'est un mot d'origine française qui était en utilisation, barré, là. C'est rien d'anglais là-dedans. C'est pas un anglicisme aussi. Bon, il y en a d'autres. On a tendance à voir des anglicismes partout quand il n'y en a pas. C'est pas nécessairement... donc, il y a la qualité, donc il y a le nombre de mots disponibles, puis il y a aussi des fois la fréquence. Alors, quand on utilise des mots qui sont à haute fréquence, qui sont en anglais, bien, des fois, ça peut donner l'impression aussi qu'il y a plus d'anglicisme. Quand on parle de l'anglais, bon, là, on va parler de la langue anglaise par rapport au français québécois dans sa version académique, puis dans sa version familière. Là, les gens, quand on se met à parler de l'anglais, puis de l'influence de l'anglais, puis que, bon, il faut quand même, ça peut être préoccupant quand même, puis ça vaut la peine d'en discuter. Il y a les caricatures qui ressortent là, de je ne sais pas quel placard, là, mais tu as la caricature qui dit « Ah, les Anglais sont tous méchants, sont tous mauvais », puis c'est toujours l'idiot utile des débats qui ne vont nulle part. Et eux vont ressortir, puis tu en as d'autres qui vont dire que, bon, il y a trop d'anglicisme et tout ça, ou au contraire, non, il ne faut pas avoir peur de l'anglais, qu'il faut avoir confiance en nous et qu'on est capable d'incorporer ces mots-là, ça n'a aucune influence. Non, ni l'un ni l'autre, là. Ni l'un ni l'autre. La comparaison que j'ai, moi, ici, c'est la mer. Moi, j'aime ça nager, j'aime nager dans la mer, j'aime la belle plage et tout ça. J'adore aller nager. C'est-tu dangereux? Oui. Ça peut être très dangereux. Disons qu'il faut rester lucide, là. Moi, si quelqu'un me jette par-dessus bord, puis je suis tout seul dans le milieu de l'océan, le Québec, là, dans le milieu de l'océan de l'Amérique, là, en termes là, de ceux qui parlent français, là, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que je veux dire, fais-toi-en pas, ferme les yeux, puis amuse-toi, puisque si t'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as une phobie contre nager ou contre l'eau. Ben non, c'est sûr que c'est... c'est sûr que c'est préoccupant, puis c'est sûr qu'il faut s'en préoccuper. Mais une fois avoir dit ça, on peut avoir du plaisir aussi. Puis je veux dire, c'est pas parce que la mer est méchante, là. C'est parce qu'il y a comme un fait d'eau, une importante quantité d'eau qui peut être dangereuse. Et puis ben c'est ça. Donc, ça vaut la peine d'être lucide. L'anglais au Québec, donc, c'est pas comme une autre langue. On n'est pas menacé par l'espagnol au Québec, la langue espagnole. On n'est pas menacé par le russe, la langue russe au Québec. Mais oui, on est menacé par la langue anglaise au Québec. C'est pas rien contre la communauté anglophone, puis les gens qui parlent anglais. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants, là. C'est pas ça l'idée, là. C'est que c'est juste là, par un fait là, tout à fait normal là, de comprendre là, la situation dans laquelle on est. C'est normal de se poser des questions là-dessus. Le français est une menace pour la langue Innu. Pas parce qu'on est méchant, là, c'est parce qu'on est nombreux. En gros, c'est ça. Alors, quand un Innu, quand j'entends quelqu'un qui est Innu et qui parle de vouloir défendre sa langue, puis de vouloir trouver des endroits, puis qui va peut-être des fois avoir des débordements contre la langue française, puis il va dire la langue française, je peux comprendre, là, parce qu'il y a comme une espèce oui, pour la langue Innu, le français est une menace ici au Québec.
l'anglais est une menace pour la langue Innu dans d'autres communautés, là. Ça dépend des communautés. Le russe est une menace pour les Ukrainiens. Le chinois est une menace pour les Ouïghours. Puis on pourrait continuer comme ça. Ce n'est pas, outre les guerres, outre tous les autres problèmes qu'il peut y avoir dans le monde, le nombre, la proximité, l'influence, des fois le manque quand un peuple n'a pas ses outils de base pour choisir le développement qu'il veut avoir, le contrôle sur ses écoles, la capacité de gérer son développement et de son avenir, ça c'est sûr que ça acerbe ou ça exagère certains de ces problèmes-là. Bien difficile là, bien difficile je sais pas, d'aller, de se retrouver dans le milieu de l'océan avec une demi-chaloupe là, qui coule. C'est pas là, juste une question de willing, là, puis d'être capable de pagayer fort pour s'en sortir. C'est pas comme ça que ça marche. Là. Il faut un certain nombre d'outils pour avoir son développement. Les mécanismes de l'assimilation, bon, moi je suis enseignant, j'enseigne l'anglais depuis 30 ans. Puis j'ai pu voir différentes situations dans le monde par rapport à la résilience linguistique. Et moi, tout ce que je peux vous dire, avec l'expérience que j'ai, puis ça vaut ce que ça vaut, mais je ne vois pas là, une solution miracle pour empêcher l'assimilation, puis je ne vois pas de solution miracle pour identifier là, les problèmes. Il y a quelques problèmes qui reviennent. J'en ai 3 ici, là, mais souvent on se perd dans les statistiques, puis les statistiques sont souvent pas les mêmes d'une place à l'autre, ils ne sont pas pareils en Grande-Bretagne qu'au Québec, que, je ne sais pas moi, en Ukraine ou dans d'autres pays. Là. Donc c'est des fois difficile de les comparer et de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Là. Certainement, des statistiques sur la langue parlée à la maison, quand on parle d'une même famille, ça sous-entend d'autres choses. Ça sous-entend la communication peut-être avec des grands-parents, avec un réseau familial qui parle une certaine langue. Donc ça peut être une mesure importante. Alors, il faut quand même la surveiller, mais elle ne dit pas tout. Donc, il faut quand même aller dans les détails des fois. Là. Alors, oui, donc, mécanisme de l'assimilation. Donc, oui, l'anglais, dans un contexte québécois, est problématique. Ne cesse pas d'être problématique et n'a rien à voir avec les relations qu'on peut avoir avec des anglophones spécifiques ou avec un peuple. Il y a cette on est dans le milieu de l'océan, puis on est mieux d'avoir une bonne barque. En gros, c'est ça. Dans l'assimilation, ce que je remarque, j'ai grandi à l'extérieur du Québec. J'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur du Québec étant jeune. J'ai vu le phénomène de l'assimilation de près. J'ai des amis que quand j'étais petit qui aujourd'hui ne parlent plus français. La plupart de mes amis de quand j'étais petit ne parlent plus français. Quand je regarde ça, je remarque premièrement la honte. Les langues semblent disparaître dans la honte. Les gens individuellement cessent de parler leur langue parce qu'il y a c'est associé à quelque chose de sale, quelque chose de mauvais, quelque chose de honteux. C'est le meilleur exemple. On retrouve ça dans beaucoup de peuples dans le monde en situation de minorisation, où quand on se met à leur parler dans leur langue, on leur dit bonjour dans leur langue, la réaction qui normalement devrait être là, de joie là, ou d'accueil, des fois c'est une réaction là, qui est... là on voit qu'il y a un problème. Donc ça se remarque ça. Donc la honte de son peuple, la honte de son peuple, la honte de ses grands-parents, la honte de ses grands-parents. Justement, quand je parle de ça ici, là, ça c'est problématique pour moi, là, le frère Untel, c'est la manière dont il attaque le joual, il attaque vraiment là, des caractéristiques importantes là, du français québécois, langue vivante. Là. Et bien sûr, le problème de passer d'une langue à l'autre. Dans la même phrase et dans la même conversation. Quand on passe d'une langue à l'autre,
ce qui arrive, c'est qu'on arrête de faire l'effort de chercher le mot. Là, ça ne veut pas dire qu'on va le trouver, là, mais de faire l'effort, ça veut dire que le cerveau dit, bon, je vais avoir besoin de ça, puis peut-être dans une semaine, on trouve le bon mot, puis dans 2 semaines, quand on a une conversation qui se ressemble, on peut utiliser ce mot-là. Il faut ce mécanisme, il faut cette demande-là, il faut créer ce lien-là. And that's what we lose when we switch from one language to another. What happens is that and typically I've seen this happen in Quebec a lot. People don't switch to English, they switch back and forth between English and French, English and French. And what happens then is that both English and French then become less, they lose out. Both languages end up being, our ability to speak them is impacted by this trend of going back and forth between 2 languages. And so if you're looking for excellence in English and excellence in French, you really have to be strict in saying, for example, okay, Monday is going to be Monday, the day that we speak only in English, and then Tuesday, then it's going to be French. It is hard to do this. It is hard, especially when people start getting into a habit of switching back and forth. But code switching kills languages. That's one of the ways that languages are damaged, and then that's one of the ways that you lose contact with the overall or bigger community of the people who speak your language, or generationally, like between the parents or with the grandparents. Alors, je vais essayer de revenir maintenant. Et je remarque que quand je parlais anglais, ça paraissait que j'avais fait juste ça en français. Il y a vraiment là... donc c'est ça. Donc quand on parle en anglais, ou quand on parle en français, ou quand on parle en créole, en haïtien, quand on parle, si on veut parler en ukrainien, ou quelle que soit la langue, en inou par exemple, il faut être très, très, très strict. Si on veut continuer de s'exprimer dans ces langues-là, c'est-à-dire continuer de garder un contact avec sa communauté, avec ses ancêtres, être en harmonie avec l'ensemble de son histoire et de continuer d'avoir cette façon différente de percevoir le monde. Dieu sait si on n'a pas besoin d'idées et de diversité dans les idées, là. Aujourd'hui, là, on en a besoin. Là. On a besoin de tous nos mots, c'est-à-dire dans toutes les langues qui existent. Est-ce qu'on peut se dire qu'on n'abandonnera pas aucune langue? En tout cas, je le souhaite. Certainement au Québec, c'est important. Respecter le français au Québec, ça a des impacts et des réactions qui sont surprenantes parfois. J'étais à Montréal, et puis il y avait un homme avec qui je travaillais, un collègue de travail, qui me disait de manière un peu frustrée, mais en même temps, il y avait de la fierté. Il me disait, moi je parle palestinien, langue maternelle, hébreu, anglais et français. Puis français parce que j'étais obligé d'apprendre le français. Il me disait ça, puis moi je me disais, mais il y avait une fierté, là. Je sais que toi, tu trouves que je sais que ce qu'il me disait là, très clairement, c'est le français. Pourquoi je savais apprendre le français? Ben, tu vas apprendre le français parce que c'est la langue de mes ancêtres, puis moi, je veux me rapprocher de toi, puis c'est comme ça qu'on va se tisser serré. Mais quand tu me dis que en apprenant le français, tu as aussi appris l'anglais, tu as aussi appris l'hébreu, et que tu gardes ta langue maternelle, le palestinien, mais mon Dieu, on peut-tu célébrer ça? On est gagnant. On est gagnant. Ce regard sur nos origines, sur notre provenance, plutôt qu'un anonymat par rapport à notre provenance. Cette importance que la culture, c'est important, et que les cultures, c'est important, que moi ou mon peuple a transmis à toi, à travers la défense de mon peuple, ça c'est génial, là.
C'est un effet. Puis moi, ce que je sais, c'est qu'à l'extérieur du Québec, 2 générations, 3 générations, tout le monde parle anglais. Alors, je souhaite aux gens en Amérique de s'inspirer du Québec et de valoriser ces langues-là. Surtout quand des fois dans le pays d'origine, des fois ces langues-là disparaissent. Moi, je me préoccupe entre autres pour le haïtien et le créole haïtien. C'est préoccupant en ce moment-là. Le Québec, les Haïtiens du Québec, j'imagine, doivent le sentir ça aussi. Alors, c'est des préoccupations que nous, au Québec, on peut totalement partager. Quand ça dérive, qu'est-ce qui fonctionne pas quand on fait cette espèce là, de promotion là, de son identité ou de sa langue et de ses liens avec sa culture? C'est quand ça va pas bien, quand on se met à dénigrer les autres peuples comme étant responsables de nos problèmes. C'est pas si simple que ça, puis c'est pas du tout ça. La caricature, on l'a vu, c'est comme c'est les méchants anglais là, qui s'occupent, qui détruisent le Québec. C'est pas comme ça exactement. C'est que il faut prendre sa place, comme tous les peuples doivent prendre leur place. Puis c'est pas à eux de la nous donner. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut quand même être capable d'avoir un contrôle minimal là, sur ces institutions, entre autres pour l'éducation, mais plus que ça. Un autre problème qui vient de ce livre-là, de cette façon de penser-là, c'est la correction. On corrige comment? C'est parce que quand tu corriges quelqu'un parce qu'il ne parle pas comme il faut ou il faudrait, et que tu n'écoutes pas ce que la personne dit, ça vient de là. Les gens qui sont constamment en train d'interrompre les autres à cause de la qualité du français. C'est pas comme ça que ça marche. Pour la correction, on fait comment? Comment est-ce qu'on améliore? Comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer, quelles que soient les langues? On peut penser à la correction différée, par exemple. C'est un petit truc, c'est-à-dire qu'on note, on écoute, puis on note, puis on regarde le type de correction qui se fait, puis la correction se fait, mais dans un autre temps, dans un autre contexte, quand les gens ne sont pas en train de s'exprimer. C'est quand même pas correct d'interrompre les gens, surtout quand si le français est ta deuxième langue, troisième langue, quatrième langue, puis tu le discrédites tout de suite parce qu'il ne parle pas comme tu l'espérerais. On va commencer par écouter ce qu'ils ont à dire, puis ensuite, dans un deuxième temps, on peut corriger. Ou discuter d'une correction éventuelle, parce qu'on peut le voir, des fois on peut se tromper dans la correction, c'est pas toujours évident. L'esprit sportif, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ben c'est ça, la défense du français. On fait partie de la même équipe, alors que tu sois palestinien d'origine ou que tu sois haïtien, on fait partie de la même équipe, on va travailler ensemble, esprit d'équipe. Mais aussi, esprit sportif, ben là, si l'autre équipe a des problèmes, ben, tu n'es pas là juste pour gagner. L'esprit sportif, c'est que tu veux que l'autre équipe soit compétitive aussi. Il y a une espèce de... Il faut les deux. Il faut les deux. Il y a l'individu puis il y a la société. Il y a l'esprit sportif, il y a l'esprit d'équipe. Les deux doivent cohabiter ensemble. Pour le français, mais dans le cas de toutes les langues, il faut soutenir les artistes, oui. Il faut soutenir les auteurs, oui, pourquoi pas. Les journalistes, mais il faut aussi soutenir des réseaux de distribution. Je pense aux films américains, par exemple. Les grosses compagnies de films américaines ont des liens très étroits avec les salles de cinéma. C'est un ensemble fermé. Apple, quand on achète un iPhone, c'est pas n'importe quelle application qui peut entrer dans le téléphone. C'est un circuit fermé qui fait la promotion à l'intérieur d'une petite boîte. Il n'y a pas c'est pas vrai qu'on peut avoir quelqu'un qui soit un génie au niveau artistique, puis qu'on va le mettre sur un coin de la rue où il n'y a personne qui passe, puis qu'il va réussir parce qu'il a travaillé très fort. C'est pas comme ça que ça marche. À un moment donné, il faut que tu contrôles la circulation. C'est comme ça que tout le monde fait, et c'est là le nerf de la guerre. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des circuits ou des plateformes qui font en sorte que les gens... c'est des plateformes populaires où on ramène notre monde, puis on est capable de
proposer du contenu, puis de faire découvrir des choses, parce que c'est comme ça qu'on évolue, puis qu'on continue. Donc, soutenir les liens pour le français québécois, c'est vraiment soutenir les liens avec la francophonie. Et oui, la France, notre capacité de parler un français académique fait en sorte qu'on peut parler français à travers le monde, en Afrique, en France, en Belgique, en Suisse. Ça, c'est un avantage qu'on a au Québec qui est très important. Oui, faire attention aux anglicismes. De toute façon, ils sont généralement perçus comme étant quétaines. Il n'y a pas beaucoup de gens qui paraissent intelligents au Québec en saupoudrant comme du glitter quelques mots d'anglais. Pourquoi? Et surtout de nos jours, parce que non, la part des gens sont... plus de gens aujourd'hui sont bilingues anglais-français. Alors, de mettre quelques mots d'anglais dans son français, là, je ne sais pas si ça impressionne quelqu'un. C'est incroyable. Le rôle de l'Office de la langue. L'Office de la langue a un certain rôle, mais d'un autre côté, comme n'importe quelle organisation qui cherche à améliorer la qualité d'une langue, que ce soit l'Académie française, en Espagne aussi, ils ont ça, ils en ont dans différents pays. En même temps, c'est l'adoption dans la population. Le mot final, c'est la population qui décide. Alors, si la population est intéressée par ce qui est proposé, bien là, ça va fonctionner. Et surtout, c'est les générations qui vont décider. C'est-à-dire que ça va être peut-être la deuxième ou la troisième génération qui va faire en sorte que le mot va vraiment bien s'implanter. Dénigrer le joual, c'est dénigrer les racines d'un arbre. Un arbre, ça a des racines, il faut célébrer le tout. Alors, malheureusement, pour le frère Untel, il mettait le doigt sur le bobo, mais avec un marteau. Et voilà. Merci. Merci de votre attention.